Bonjour Essar Midani, vous nous accueillez encore une fois en direct de Damas, hein, en vidéo, pour ce 11e SITREP du 28 janvier 2017. Oui, bonjour Tom, c'est effectivement le 11e SITREP. Bonjour et bienvenue à Damas où il neige aujourd'hui, il fait un vent glacial. Et voilà, donc je pense à tous les Syriens et tous ceux qui nous défendent et tous ceux qui sont sans logis et surtout ceux qui sont aussi aux frontières de la Serbie par -30 sous des tentes. Alors je dis mon salut à tout le monde, ma solidarité avec tout le monde. Et puis, on parlera de toutes ces péripéties, certainement, et de tous ces problèmes. En effet, Essar Midani, on va parler de ce qui reste un très gros souci, c'est un doux euphémisme, hein, un très gros souci pour ce qui concerne, et vous êtes touché vous-même, hein, c'est-à-dire une très sévère réduction de la quantité d'eau potable, sinon même de l'eau tout court, hein, concernant la région de Damas et même donc la capitale, à propos des sources d'eau de Wadi Barda. Donc là, je vais vous laisser en parler tout de suite. Vous évoquerez également, parce que vous avez souhaité le faire la dernière fois, mais par manque de temps, on l'a zappé. Mais là, on va s'en occuper. Hein, c'est celui du sort des réfugiés syriens dans les camps aux frontières de la Syrie, hein, donc qui subissent également le froid également, et qui semblent être totalement oubliés des organisations humanitaires, ce qui est le cas également de la population d'Alep, hein, qui a retrouvé sa liberté, hein, pour celle en tout cas de la partie est de la ville, qui a été libérée par les forces syriennes et russes combinées. On donnera quelques infos, si vous le voulez bien, sur des résorts. Un tout petit point sur Palmyre, qui bouge un peu. Et puis surtout la conclusion de la conférence des pourparlers qui ont été organisés par la Russie à Astana, au Kazakhstan, et en présence d'un certain nombre de leaders terroristes, hein. Donc c'est pour dire à quel point, je dirais, la Russie a essayé de mettre tous les atouts de son côté pour essayer de trouver une solution de paix en Syrie, malgré la mauvaise foi et la mauvaise volonté de ces groupes qui se prétendent toujours rebelles, hein, mais qui, depuis très longtemps, avec leurs exactions, n'ont prouvé qu'une seule chose, c'est que c'était des terroristes. Et vous allez nous en parler justement par rapport à la situation des sources d'eau qui alimentent la ville de Damas. Merci Essar. Oui, merci, merci Tom. Alors, dans l'ordre, on va effectivement commencer par l'histoire par les sources d'eau qui alimentent Damas. Crimes contre l'humanité commis par Al-Nosra et tous ceux qui soutiennent Al-Nosra, c'est de priver toute une ville de 6 millions d'habitants d'eau. D'abord ils ont tenté d'empoisonner l'eau. D'ailleurs, ils ont mis du pétrole dans l'eau. L'État syrien s'en est rendu compte, donc il a arrêter le pompage et évacuer toutes ces eaux. Puis après, donc ça a été une offensive contre toutes les stations d'épuration, de distribution de l'eau, etc. Donc depuis le 24 décembre, ça fait un mois exactement. Oui. Que la ville de Damas est sans eau, la ville et ses environs. La banlieue immédiate et la deuxième banlieue sont sans eau à cause de ces criminels de guerre qui privent la ville. Et ils sont soutenus, je tiens à le dire, aussi bien par les pays occidentaux. Al-Nosra est soutenu
par l'Arabie Saoudite et la France, l'Angleterre, l'Allemagne, qui, eux, n'ont pas pipé mot à propos de ce crime de guerre. Je tiens aussi à dire que je suis non seulement déçu, mais alors outré par l'attitude de l'ONU, qui, pareil, n'a pas dit un seul mot sur ce grand crime de guerre, qui est crime contre l'humanité, qui est de couper l'eau de la ville, ainsi que de la ville d'Alep d'ailleurs, puisque c'est en même temps ils ont pratiquement aussi coupé l'eau sur la ville d'Alep. Bon, aujourd'hui nous vivons avec l'eau des puits, donc des puits creusés à la va-vite, donc une eau qui est même pas conforme, sans doute polluée, mais il n'y a pas le temps de toute façon de mettre des installations ni de faire quoi que ce soit. Cette eau est distribuée et elle est vendue très cher. Pour une partie, elle est distribuée par l'État, mais elle n'est pas suffisante. Mais pour le reste, les gens doivent la payer très cher, ce qui ne fait qu'aggraver la vie de la population, mais aussi l'eau en bouteille, en fait, qui vient de la source de Bukrain et de la source qui est à côté de Homs Assen, qui sont devenus aussi non seulement une denrée rare parce qu'il y a une très forte demande, mais aussi les prix ont doublé pratiquement en une semaine, puisque toute la population, il y a une forte demande et puis la production ne correspond pas, n'était pas prévue pour cette demande-là. Oui. Donc voilà, c'est l'État syrien a fait de gros efforts pour maintenir le prix, et puis pour surtout parce qu'il l'a distribué, et il a distribué cette eau qui est d'habitude distribuée par les supermarchés, par des centres spécialisés de l'État, qui ont maintenu le prix. Mais quand même, la souffrance des gens est là, et tout le monde ne peut pas arriver à avoir des bouteilles d'eau potable. Donc les gens font bouillir l'eau, et l'eau de fortune, je peux dire. Oui. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'épidémie, qu'il n'y aura pas, en tout cas, pour l'instant ça va. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de propagation d'épidémies, de maladies intestinales, etc., dues à la pollution de l'eau potable. Voilà. Oui, parce que c'est très tendu, hein. C'est très tendu, parce que là, vous êtes extrêmement nombreux, hein, comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes 6 millions. 6 millions, ça veut dire que tous les jours, l'État syrien doit vous apporter au grand minimum 6 à 12 millions de litres d'eau potable, hein. C'est énorme, hein. Je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte de ce que ça représente. Alors c'est déjà une quantité d'eau extrêmement importante, mais c'est surtout toute l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut la porter à proximité de ceux à qui ça manque. C'est-à-dire aller partout. Et partout, c'est pas toujours sécure, hein. Il y a des endroits à Damas où on n'est pas loin des zones terroristes, hein, qui sont capables de tirer pour n'importe quelle raison sur n'importe quoi, hein. Tout à fait. Alors voilà, ça c'est un premier crime sur lequel le monde civilisé, entre beaucoup de guillemets, ferme les yeux et ferme les yeux et puis n'en fait même pas mention. Bon, maintenant si on peut passer peut-être au point. Alors aujourd'hui, où en est la situation? Je tiens à dire quand même qu'à un moment donné, on a parlé du côté fonctionnel et difficultés de vie, mais il faut parler des combats dans cette région, dans le Wadi Barada. Oui. Au début, il y a donc 10 jours après le fait que les terroristes se soient emparés des 13 villages qui sont dans le Wadi. Oui. Dans Wadi Barada, il y a eu un énorme travail pour une réconciliation et reddition, et il y a eu 2500 personnes qui ont
qui se sont rendus et qui ont régularisé leur situation, profitant toujours de cette loi d'amnistie qui amnistiait tous ceux qui se repentent en fait et qui se rendent et qui rendent les armes. Oui. Et donc ça allait se faire et c'était un des premiers points, une des conditions, c'était qu'ils rendent les armes, mais que ceux qui ne veulent pas rendre les armes acceptent de partir, quittent les villages. Et l'État avait mis à leur disposition, comme c'était le cas à Alep, des cars pour les amener à Idlib. Les fameux cars verts. Et voilà les fameux cars verts. Et voilà que le jour où et aussi la deuxième condition, c'était que ceux qui ont planté des bombes et des mines plastiques dans la station d'épuration et de distribution d'eau, qu'ils viennent avec l'armée montrer là où étaient trouvées les mines, là où ils avaient mis les mines pour faciliter le travail de déminage et rendre plus rapidement disponible l'eau pour la population. Et donc voilà, ça c'était les deux conditions. Et la troisième condition, c'était que ceux qui régularisent leur situation redeviennent des citoyens normaux qui mènent leur vie. D'ailleurs, je peux dire que la majorité d'entre eux étaient ravis de rejoindre le camp de l'État parce que ils étaient obligés manifestement par les terroristes à prendre les armes contre leur propre famille et contre l'État, en fait. Donc voilà, ça c'est su. Et il y avait aussi donc le responsable de cette qui avait œuvré et qui œuvre depuis quelques mois, enfin depuis même 1 ou 2 ans, depuis 2 ans, qui œuvre pour cette réconciliation dans le secteur. Voilà que le jour qui a suivi l'accord, il a été assassiné par les forces de Nusra à la suite d'ordres qui sont arrivés par Qatar et l'Arabie Saoudite disant qu'il ne fallait jamais laisser tomber les armes et qu'il fallait continuer. Donc ce monsieur qui était le garant en fait de cette réconciliation, qui est un général en retraite, effectivement, il a été assassiné. Et les choses ont repris de plus belle. Donc les terroristes ont réoccupé la station de distribution d'eau, ont réoccupé la station, l'ensemble des sources. Et voilà, depuis ce jour-là, les combats font rage dans le coin. Malgré les 2500 personnes qui se sont rendues et la population qui était tout à fait hostile aux terroristes, et il y a eu plusieurs manifestations de cette population qui demandaient aux terroristes de quitter. On espère que ça va arriver à terme, enfin ça va arriver dans les jours qui suivent là. Oui, parce que là-dessus, je tiens à dire quand même avec quelle patience et quel long souffle l'État traite les terroristes de manière à ce qu'il y ait le moins possible de dégâts, le moins possible de morts, aussi bien parmi les civils que même parmi les terroristes, en leur donnant une première chance, une deuxième chance, une troisième chance, en distribuant des tracts les appelant à revenir à la raison, bien sûr pour ce qui est des terroristes syriens. Mais les terroristes étrangers sont priés manu militari de quitter le pays ou de quitter le lieu, et donc l'État se charge de les amener à Idlib et après, bon, ils voient. Je tiens à dire quand même que tout le monde serait pour qu'ils soient tués
sur place aussi, parce que aussi bien les pays d'origine qui ne veulent pas, enfin je rappelle quand même, je voudrais faire une petite parenthèse, les Tunisiens qui ont beaucoup discuté de tous les terroristes tunisiens qui reviennent, ils ne veulent pas qu'ils reviennent au pays, ils ne veulent pas, ils veulent leur enlever leur nationalité, qui ont envoyé aussi beaucoup de messages à l'État syrien en leur disant tuez-les sur place, on n'en veut pas de ces gens. De la même manière, on voit l'Europe, tous les pays européens, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, qui ont peur aussi du retour de leurs terroristes chez eux. Ils veulent leur enlever la nationalité, ils veulent les bloquer aux frontières, etc. Ce qui reviendrait à dire, c'est pareil, tuez-les, on n'en veut pas. Donc voilà, ça c'est quand même un point qui est assez important et où les pays qui ont eu la responsabilité dans la formation et l'envoi de tous ces terroristes se défilent aujourd'hui de leurs propres responsabilités et ne veulent même pas récupérer leurs citoyens chez eux. Oui, Essar, je voulais faire une parenthèse par rapport à Wadi Barada. Pour signaler, d'après les dernières cartes que j'ai vues, qui datent quand même d'un certain temps, hein, quelques jours quand même, que les sources étaient totalement encerclées par l'armée syrienne et que finalement l'agressivité des terroristes et la présence des terroristes n'est maintenant, enfin la fin de la présence des terroristes n'est maintenant plus qu'une question de temps, puisque on voit pas très bien, sauf si les terroristes lançait une offensive d'ailleurs, où, on ne sait pas, hein, peut-être de la frontière, enfin de la partie située au niveau du Golan, mais en tout cas, apparemment là maintenant la situation des terroristes est quasiment pliée, hein, je dirais, hein, selon l'expression populaire. Effectivement, de toute façon, en fait, bon, oui, c'est vrai, d'un côté, de l'autre côté, tout le monde se demande pourquoi l'État prend autant de temps et agit avec autant de parcimonie et de patience vis-à-vis d'eux. Et c'est tout à fait contraire à tous les échos qu'ont fait les médias mainstream, disant que c'est à chaque fois un massacre, mais l'État syrien ne massacre même pas les terroristes, il leur donne plusieurs chances avant de faire mener une offensive réelle. Donc on commence par un encerclement et après on leur donne première alerte, deuxième alerte, des chances pour se rendre, des chances, et après même la dernière chance avant de taper fort, on dit que ça y est, les chances sont épuisées, on va taper, ceux qui veulent encore se rendre, ils ont la possibilité de se rendre. Donc en fait, c'est dire à quel point l'État syrien agit avec civisme et à quel point de l'extérieur, les médias mainstream et les pays agresseurs, ce sont les pays qui soutiennent ces terroristes-là, ils font tout pour casser la réputation de l'État syrien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, aujourd'hui, il est clair qu'ils sont en faillite, les terroristes sont en faillite et que leur sort est destiné et il est scellé, effectivement. Donc voilà, soit ils se rendent, soit ils quittent, soit ils sont morts. Voilà. Là, je crois que de toute façon, à partir du moment où on s'attaque aux moyens de subsistance de base de l'être humain, qui est l'eau, hein, parce que c'est beaucoup plus grave de s'attaquer aux moyens de subsistance tels que l'eau que la nourriture. Parce que les gens peuvent encore vivre pendant 30-35 jours sans manger. Mais sans boire, c'est extrêmement rapide. Hein. En une semaine, quelqu'un peut mourir de soif. Hein. Donc c'est très grave. Oui, tout à fait.
tout à fait, tout est très grave, mais tout ce qui s'attaque effectivement aux moyens de subsistance et de vie d'une population est un crime de guerre, et un crime de guerre caractérisé, un crime contre l'humanité caractérisé. Et aujourd'hui, la Syrie a subi nombreux crimes de ce type, hein, et croyez-moi qu'on va pas se taire pour faire condamner les responsables d'un côté. De l'autre côté, c'est très étonnant quand même de voir que tous ceux qui parlent au nom des droits de l'homme et au nom de la démocratie et au nom de la civilisation, soi-disant, les pays occidentaux, pour pas les nommer, et l'ONU qui se fait un peu la langue des pays occidentaux et leur position, qui ne prennent pas position contre ces faits, et voire même vont jusqu'à couvrir les terroristes quand on pense à la tempête médiatique et à toutes les conférences de l'ONU et du Conseil de sécurité qui ont été provoquées au moment de la libération d'Alep contre l'État syrien qui fait son devoir de protéger la population et de chasser les terroristes de son territoire et de chasser les agresseurs de son territoire, toute cette tempête qui a eu lieu pour condamner ou faire condamner l'État syrien. Donc ça c'est aussi un point qui est absolument révoltant. D'autant plus, je voudrais faire quand même un pas vers les médias français aujourd'hui qui continuent à dire et à balader ce Brita Haj al-Hassan, prétendant que c'est un terroriste et qu'ils prétendent eux que c'est un maire d'Alep qui a été élu et qui raconte partout que l'État syrien a peur de la démocratie parce que les gens ont partout dans les zones contrôlées par les terroristes, ils ont élu leurs représentants locaux, etc. Et ils ont commencé à pratiquer une démocratie. Mais en fait, tous ces mensonges se fracassent sur le rocher de la vérité qui est aujourd'hui, et qu'on retrouve aujourd'hui dans les quartiers qui ont été libérés d'Alep-Est, qui ont été libérés des terroristes, et qui ont été plantés de milliers et de milliers de mines antipersonnelles et d'objets piégés, et de colis piégés. Ils sont allés même jusqu'à piéger les instruments de musique et les jouets pour enfants pour tuer le maximum de gens, même quand ils sont partis. Tout ceci, et même d'enfants, tout ceci, ces crimes et tous ces crimes, les instances dites internationales sont complètement aveugles et ne voient rien de tout ça. Ils étaient là pour les défendre, au contraire, et pour attaquer l'armée syrienne qui venait les libérer, qui venait libérer les gens du joug du terrorisme. Donc voilà, c'est important à savoir, c'est important de le proclamer, de le dire, et c'est important aussi de de concrétiser cette information par des plaintes que les uns et les autres doivent porter contre les responsables qui ont soutenu ces terroristes et qui continuent à les soutenir, puisque aujourd'hui, ils continuent à dire que c'est le pouvoir, ce mec qui s'appelle Brita Haji Hassan, qui est un véritable terroriste et qui se prétend, qui est baladé sur tous les sites médiatiques, en fait, à la télé, à France 24, TV5, etc. Et il est reçu par l'Assemblée nationale, reçu par
les responsables de l'État français, qui donc ils sont tous complices de ce terrorisme et tous complices dans les crimes contre l'humanité que font les terroristes contre le peuple syrien. Oui, ça c'est donc c'est portons parfaitement tous clair. plainte là-dessus. Voilà. Mais je voulais faire une parenthèse pour insister sur ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Coupure d'eau à Damas, coupure d'eau terroriste à Damas, coupure Alep. d'eau Et à à Alep Alep, aussi. et abandon même de la population d'Alep par les organisations humanitaires. On a affaire ici à un processus génocidaire. Hein. Je Absolument. pèse mes mots. Hein. C'est un processus génocidaire. Hein. C'est acculer plusieurs millions de gens à mourir de soif. C'est un processus génocidaire. Il n'y a pas d'autre hein, de terme, hein, d'expression. Hein. Donc là, la responsabilité effectivement des terroristes, bien évidemment, est engagée, mais également celle des sponsors. Hein. Et les sponsors comme la France qui soutiennent le front Al-Nosra. Hein. Je rappelle une énième fois la phrase de Laurent Fabius qui n'a pas été démentie par les autorités politiques depuis. Hein, selon laquelle le front Al-Nosra faisait du bon boulot. Hein. Voilà. Donc, oui, mais ils ne peuvent pas démentir la vérité puisqu'il l'a dit devant les télés et les radios, etc. Enfin, voilà. Et ça ne peut pas être démenti. Avec ce terroriste qui se présente comme le maire d'Alep, on a affaire à une imposture à un tel niveau il faudra que ça se termine par un procès international du style Nuremberg numéro 2. Hein, parce que ça peut pas être autre chose dans cette situation-là. C'est trop grave. Là, c'est toute une population de tout un pays qui est menacée de mort, hein, de massacre. Tout simplement. Hein. Tout à fait. Alors, voilà. Justement, vous vouliez faire une parenthèse sur une partie de la population syrienne qui subit actuellement je dirais les problèmes de température, hein, parce que les gens ont peut-être, nos auditeurs ont peut-être une mauvaise idée de ce qui se passe en Syrie sur le plan du climat. C'est-à-dire qu'effectivement la Syrie l'été fait très chaud, mais il peut faire très froid aussi l'hiver, hein, très très froid puisque vous avez de la neige. Le vent est glacial et vous vouliez vous pencher sur le cas des Syriens qui sont dans les camps de réfugiés aux frontières de votre pays et qui subissent donc le froid, mais aussi des traitements humiliants, une exploitation outrancière par certaines sociétés comme en Turquie par exemple, où des enfants sont employés pour travailler dans des conditions très difficiles avec des salaires minables, et donc une absence de présence humanitaire, alors que on faisait on faisait des reproches aux forces syriennes, au gouvernement syrien, quant aux actions humanitaires dans Alep-Est à l'époque où les terroristes étaient encore présents. On se rappelle de ces quantités hallucinantes de produits humanitaires, de farine, etc., d'huile, que les terroristes avaient mis sous clé et que les citoyens syriens emprisonnés dans les quartiers Alep-Est ne pouvaient pas avoir accès. Absolument, on était privés. Tout à fait. Alors effectivement, ce que je voudrais dire au jour comme aujourd'hui où il fait 0 et -1, un grand vent glacial, il neige. Je rappelle quand même que sur à certains endroits, la température va jusqu'à -5, -10, notamment sur les montagnes et sur tous les massifs montagneux. En fait, il y a des températures très très froides l'hiver. Oui. Je tenais à dire effectivement que les Syriens, non seulement qui sont aux frontières de la Syrie,
Par exemple, la frontière nord en Turquie, les camps de réfugiés en Turquie, ce sont des gens qui ont été souvent obligés à quitter leur ville pour aller vers la Turquie. Je tiens à rappeler quand même que ces camps ont été mis en place 2 mois avant qu'il y ait quoi que ce soit en Syrie, donc en février 2011. On voyait des quantités de tentes se mettre mises par l'État turc sur les frontières syriennes. Et quand la question a été posée pourquoi, ils ont dit ça c'est pour les réfugiés syriens. C'est de la préméditation, hein. C'est une preuve de préméditation, hein, que tout était planifié, que qu'ils avaient l'intention parce que sinon ça n'a pas de sens de mettre des camps, de construire des camps 2 mois avant que quoi que ce soit se passe dans le pays à côté, hein. Exactement. Surtout que à cette période et comme avant, il n'y avait pas un seul réfugié syrien dans le monde, nulle part en fait. Hein. Il y a bien des expatriés, mais des réfugiés, il y en a pas.